partie de la connectivité de l'Amérique du Nord qui se trouve dans ce réseau des zones maritimes protégées de l'Amérique du Nord. Merci à la CCE pour son organisation et pour préparer cette session. J'aimerais aussi remercier les modérateurs et les différents panélistes pour être parmi nous aujourd'hui. Je représente les Nations Unies, le programme de l'environnement, le PNUD le PNU dans la partie de l'Amérique du Nord. Ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une des agences leaders. Nous travaillons avec plusieurs pays dans tout le monde pour protéger notre écosystème vital. Aussi, nous soutenons la NAMPAM. Nous travaillons en collaboration avec le Canada, le Mexique et les États-Unis et la Commission pour la coopération environnementale pour promouvoir cette un réseau de zones protégées en Amérique du Nord. Notre but est d'avoir cette promotion des connaissances. Nous voulons aussi augmenter la collaboration pour améliorer ces questions et créer des alliances afin de pouvoir promouvoir ces efforts de conservation. Notre principal objectif est d'identifier des réseaux, des objectifs clés, des opportunités, partager l'information, les meilleures pratiques et de pouvoir considérer les différents besoins. Avec cet objectif, dans notre esprit, nous voulons connecter parmi les différents professionnels afin de pouvoir créer une communauté de pratiques sur la connectivité écologique. C'est un des sujets prioritaires que nous avons identifiés dans cette consultation. Parmi vous, en 2021, nous avons déjà organisé la première partie de ce sujet, explorer les besoins de ces corridors à travers ces domaines. Après, plus tard, nous nous sommes réunis pour partager des projets spécifiques et les meilleures pratiques sur la connectivité écologique. Et aujourd'hui, nous allons explorer les défis et les barrières à la connectivité écologique. Nous allons parler des espèces transfrontalières et nous allons parler de la collaboration à travers les différents réseaux de MPA. Nous avons parmi nous des experts, des spécialistes de projets maritimes. Nous espérons que cela représente une très bonne occasion pour parler de ce sujet. Alors, nous voulons renforcer la collaboration et les efforts pour soutenir la partie maritime en nous concentrant dans la partie biologique. Donc, j'espère que vous allez bien profiter de ces conversations. Je vous remercie de participer. Et je te donne la parole, Catherine. Merci beaucoup, Maria. Maintenant, j'aimerais présenter le modérateur, Mary Collins. Mary est une associée du programme de conservation maritime. Elle est scientifique marine, expert en conservation et l'étant niveau international, elle donne son assistance technique. Elle développe des capacités pour les groupes d'experts. Cela inclut des groupes d'experts en connectivité et le groupe de travail de connectivité. Mary va modérer ce sujet. Merci beaucoup, Catherine. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis vraiment très enthousiasmée de cette conférence et des différentes sessions de travail. Je vais vous partager une petite révision sur ce sujet d'abord, sur l'expression des politiques mondiales. Après, nous allons continuer avec nos conversations avec les panélistes experts. Très bien, j'ai partagé mon écran. Okay. Can somebody confirm that they can see my screen? Yes. Pouvez-vous me dire si vous pouvez voir mon écran? Oui, on peut le voir. D'accord, merci. Oh, you are. Mais on voit la présentation. And then I will share my opposite screen really quickly.
D'accord, je vais fermer ça et je vais le partager. I'll shift it over. Thank you for that. Je vais changer la présentation There we go. de mon écran. How about now? C'est bon? Okay. C'est bon, ça va, merci. Thank you all for your patience. I like to start with D'accord, merci de reminding votre everybody patience. that the J'aimerais interconnectedness commencer of en the vous ocean rappelant is one of que the defining l'interconnexion de characteristics. l'océan And est une des because of that, caractéristiques qui if we were définissent. conducting connectivity conservation Alors, both on the lorsque coast nous and at sea, réalisons cette we can use conservation de it la as a connectivité scalable dans les tool côtes et dans for la mer, nous planning, pouvons utiliser management, and cela measurement en tant in qu'un these outil pour areas. planifier We look at l'administration function of the et systems and la also how gestion they might adapt or de, already are du adapting to fonctionnement climate des change. écosystèmes. Nous pouvons aussi voir si The ces systèmes definition sont of en train de ecological s'adapter au changement connectivity climatique. is the La définition de la movement of connectivité species écologique, c'est and the flow le of natural mouvement des processes that espèces sustain et life le on flux Earth. des processus Now, naturels that can qui be broken into soutiennent functional and la vie structural sur la connectivity. Terre. Functional Cela peut être focusing divisé on d'une the façon fonctionnelle et species, structurelle. hence La their fonction ou la partie genes, their fonctionnelle DNA. se concentre dans les espèces, Structural focuses on les non-living, mouvements mostly the et la invertebrates. partie Today, structurelle I believe what we're focusing most on se is functional centre connectivity. surtout sur l'environnement. So here are a list Donc, of nous pouvons nous terms baser that, dans la in connectivité large fonctionnelle. part, Ici, include nous avons les connectivity such as définitions climate-wise qui conservation, incluent la connectivité en resilient tant networks, que la coastal conservation networks, ou les and marine réseaux des zones. zones So these protégées tend to be common marines. La terms that liste we est see vraiment in our très day-to-day longue. work, Mais but ce sont des in termes reality très communs que includes nous voyons tous les jours dans notre travail properly. quotidien et qui incluent la connectivité. So why are we focusing on marine Alors, connectivity? We have a similar pourquoi deep nous dive session parlons in de la these entire connectivité marine? series of deep dive sessions focused to this topic. C'est une série Well, it's de essential sessions to que nous ecosystem avons function. et ce sont des points clés Ecosystems pour and la species fonction need to be de connected l'écosystème. to not just Les survive, but écosystèmes et also les be espèces doivent être resilient connectés, to disturbances. mais ils So doivent aussi être an résilients aux ecosystem différentes will perturbations. increase Un the système repopulation connecté rate va after augmenter disturbance and also decrease the severity of cette its partie-là de damage la overall. repopulation après Also, une when we're perturbation focusing on connectivity, et va we're trying diminuer to la also gravité increase de cette collaboration between perturbation. different Aussi, groups of people across on borders, doit augmenter amongst la scientists, collaboration à travers différents groupes de educators. personnes, à So travers les generally, frontières. it helps Il to faut avoir not cette connexion isolate. entre la partie scientifique et les éducateurs. De cette façon, nous aurons une meilleure collaboration. So I'm going to transition here to some À of the présent, je vais faire une international transition. Nous mechanisms allons that voir are quelques-uns des supporting mécanismes connectivity internationaux qui sont en in train de certain soutenir la political connectivité. policies. The Dans la partie des IPCC, the politiques, International Panel on Climate Change, l'IPCC, said that the c'est-à-dire le most panel international consistent en changement climate climatique, adaptation measure for species is a increasing dit connectivity to qu'il faut species augmenter la to connectivité pour facilitate the faciliter la colonization of new colonisation areas. de And zones that nouvelles pour idea les is espèces. reflected in Cette a idée lot est of international reflétée laws dans and policies that we plusieurs have. programmes et We like to politiques call these internationales. frameworks. And I'm not Nous going to go les into appelons all of les these, but cadres de I will référence note a part of facilitateurs. them Donc, je is ne vais pas regional parler de biological chacun diversity de ces and programmes, mais je through peux vous dire agreements that qu'ils essaient de fomenter la were biodiversité. signed by Il y countries a eu in de various nouveaux places. accords qui ont And été that's cited signés très in the récemment par les Montreal différents Global pays. Record Framework. Et ici, nous We voyons le have in cadre de particular référence sur la a biodiversité landmark mondiale agreement de Kunming-Montréal. that sets out a suite of goals and Nous targets voyons for ici les différents countries to objectifs pour les advance in the pays coming afin de years. pouvoir And what I've done faire here is des I've broken progrès out dans all of les the années à targets venir. and goals Ici, nous that voyons quels prominently sont link les connectivity. objectifs et les And buts I've pour highlighted all améliorer of them. l'intégrité, la But it's important connectivité to que note nous that avons each and mis every one en of them jaune, also prominently ainsi que includes la resilient résilience. ecosystems. Et il So s'agit you might donc de remember how maintenir les I followed the link at the écosystèmes bottom. verts. Donc, si vous These voulez avoir plus illustrations that d'informations, vous pouvez faire clic sur le lien downloads qui of se trouve tout image en as bas. needed later. Et donc, je vais So m'assurer de what is the l'envoyer framework plus tard aussi. monitoring framework? Nous So voyons not only ce need cadre we de référence et ce monitor cadre de these suivi. countries, but Il also s'agit de provide pouvoir faire un compliance. suivi de ces So pays. we have for goal A, target 2 and target
Pour l'objectif numéro 1, pour le but A, nous avons l'objectif 2 et l'objectif 3. C'est-à-dire que nous pouvons faire le suivi de ces pays. Ce ne sont pas tous les indicateurs qui peuvent mesurer la connectivité marine, mais les groupes de travail vont travailler dans les années à suivre pour s'assurer que ces objectifs pourront être mesurés à travers les différents euh, environnements. Nous voyons cette connectivité dans le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et même si les États-Unis ne font pas partie de cette convention, cela inclut un langage très similaire à celui de la politique américaine. Alors, nous allons travailler dans ce sujet ensemble. J'aimerais finir cette introduction avec quelques ressources que vous pourrez utiliser pour connaître mieux ce panel. Donc, si vous aimeriez vous unir à ce groupe de travail de connectivité, vous pouvez vérifier les différentes ressources, les politiques, ainsi que les événements qui auront lieu pour la connectivité marine. Vous pouvez aussi visiter notre site web où vous trouverez plein de ressources très intéressantes aussi. Donc, je vais arrêter de partager mon écran et je vais présenter notre premier panéliste. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Très bien. Bonjour, je m'appelle Aurore Amoro. Je suis une associée postdoctorale chez l'Université Rogers. Je travaille dans la partie d'évolution et ressources naturelles. Alors d'abord, j'aimerais vous parler un petit peu sur ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de transfrontalière. Cela veut dire que ce sont des animaux qui vont passer dans plusieurs juridictions dans l'océan. On peut voir qu'il y a plusieurs espèces qui peuvent traverser différentes juridictions. Ils vont passer par la zone économique exclusive. Ils vont peut-être aller dans les mers profondes ou ce sont des espèces qui peuvent appartenir tout simplement à une seule zone économique exclusive. Il y a aussi des espèces qui sont migratoires et qui peuvent traverser des juridictions différentes. Alors, ce composant transfrontalier des espèces est très commun dans les océans. C'est quelque chose de très important lorsque nous pensons à ces espèces. Alors, ce sujet est d'autant plus important dans ce contexte de changement climatique, puisque les environnements sont en train de changer. Il y a plusieurs conséquences pour les différentes espèces, par exemple des poissons. Donc, ce sont des sujets sur lesquels je travaille. Nous avons un exemple clé. C'est la distribution de poissons et l'impact que nous avons eu à cause du changement climatique. Donc, nous savons qu'à présent, on n'a pas pu maintenir cette coopération. Et donc, nous voyons qu'il y a une surexploitation de ces espèces. Alors, dans mon travail, nous parlons sur comment partager les ressources et nous faisons des recherches différentes. Nous analysons des espèces qui se trouvent près des profondités de l'océan et donc nous voyons de quelle façon travailler avec ce service de suivi. J'aimerais vous parler de quelques exemples. Des eaux de l'Islande, mais il n'y avait
pas une façon de travailler ensemble à grande échelle. On n'avait pas moyen d'échanger l'information et d'échanger des données et des ressources. Alors, dans mon travail, j'ai une collecte de données et de métadonnées. Ici, nous voyons dans différentes couleurs les zones où il y a des échantillonnages. C'est un travail typique de la biodiversité qui avait été fait par l'organisation BleachCop d'écologie et d'évolution, l'organisation Fish Globe, et nous travaillons à présent avec toutes ces données. L'objectif est de pouvoir améliorer toutes ces données scientifiques. Alors ici, nous avons un groupe pour la partie de développement de coopération scientifique. C'est un groupe de 12 personnes ou plus. Nous créons aussi davantage de ressources pour la communauté afin de pouvoir améliorer la science transfrontalière et pour analyser les changements des communautés dans les frontières. Nous avons une base de données qui est déjà disponible. Nous avons 26 services volontaires que nous coordonnons pour améliorer la coopération scientifique en utilisant cela. Surtout, nous voulons améliorer la recherche dans les espèces et les communautés transfrontalières. Dans le contexte du changement climatique, nous voulons aussi améliorer et informer sur les meilleures pratiques. Et donc, c'est un effort de plusieurs personnes qui sont impliquées. Il me semble que lorsque nous pensons dans les conversations, on a toujours des questions transfrontalières. Ça veut dire que nous parlons sur deux échelles. Nous parlons des sciences fondamentales, des sciences appliquées, la conservation, la gestion, mais nous devons aussi pouvoir naviguer toutes les différentes juridictions en travaillant avec les communautés, les États, des pays entiers, plusieurs pays ou même des zones qui se trouvent au-delà des juridictions nationales. Il s'agit de pouvoir travailler avec ces deux dimensions. Mais il y a plein d'organisations qui existent ainsi que plein d'accords qui veulent fomenter ces collaborations. C'est le cas du NAMPAM ainsi que d'autres organisations qui se centrent dans les réseaux de zones marines protégées, des pêcheries internationales ou des organisations pour la mer profonde, différents accords qui existent aussi en Amérique du Nord, dans l'Atlantique ou dans le côté du Pacifique et aussi dans la partie des cadres de référence réglementaires. Par exemple, l'accord des États-Unis, Mexique et du Canada pour la mise en œuvre de cet acte. Alors, j'aimerais vous mettre une image qui a été prise l'année dernière, donc qui représente plusieurs unités d'organismes qui ont des fonctions différentes pour pouvoir se maintenir et survivre dans l'environnement marin. De même, nous devons travailler ensemble et avoir des coopérations pour progresser. Merci. Merveilleux. Et avant de vous poser quelques questions, j'aimerais lire ta biographie complète parce que nous sommes passés directement à ta présentation, mais j'aimerais m'assurer que tout le monde connaisse ton CV. Alors, Aurore est une écologiste biologue marine qui travaille donc dans la partie de la conservation des océans, des pêcheries. Elle a commencé avec la gestion de fisheries en France. Elle a fait son doctorat en Danemark. Elle a complété un postdoctorat dans l'université de Yale. À présent, elle travaille en tant qu'une associée dans la partie de ressources naturelles et de l'évolution dans l'université Rogers. Elle travaille dans la partie de l'impact des ressources et la partie aussi des relations internationales. Donc voilà, c'est son CV complet. Merci beaucoup. Et j'aimerais écouter davantage. J'ai une question pour vous, mais je ne sais pas s'il y a des personnes de l'audience qui auraient
des questions supplémentaires, s'il vous plaît, écrivez-les sur la chatbox et donc on s'assurera de les répondre. Alors, quel est l'état de la protection transfrontalière? Je sais que vous travaillez sur ce sujet et vous l'avez déjà commenté dans les différentes diapositives que nous avons montrées. Y a-t-il des différences en ce qui concerne la protection des espèces commerciales, si on les compare avec les espèces non commerciales, par exemple? Oui, je pense que c'est quelque chose de très différent parce que pour certaines espèces qui bénéficient de ressources particulières ainsi que de données, surtout s'il y a un intérêt économique très fort, on va se concentrer sur ces espèces, mais il y a aussi plus d'opportunités de conflit si cela représente un risque pour les espèces non commerciales. Il y a certaines espèces qui sont non commerciales et qui sont parfois plus rares, où nous avons des situations d'espèces migratoires qui dépendent de plusieurs pays. Je pense que les cadres réglementaires sont très différents si on considère les espèces commerciales ou non commerciales. Je pense que pour les espèces commerciales, où les espèces commerciales bénéficient davantage de ces réglementations, puisqu'il y a un intérêt beaucoup plus grand, puisqu'il y a cette valeur économique si importante. C'est quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup. Aussi, j'aimerais vous demander ce qui a fonctionné pour votre recherche et votre travail dans ce domaine. Je pense qu'il y a deux composants. Started working with social scientists and policy scientists. So I'm trying to place ecology in a different context around J'essaie de travailler dans des contextes différents concernant le changement climatique. Et le deuxième, c'est essayer de sponsoriser tous les groupes de données que nous avons déjà. Nous avons travaillé avec des professionnels écologiques. Donc, si quelqu'un est intéressé à quelques recherches scientifiques, s'il vous plaît, contactez-moi. C'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Ayant dit tout ça, nous allons continuer avec le deuxième panéliste. Et lui, il est professeur de l'Institut des océans et des pêches à l'Université de British Columbia. Lui, il a travaillé comme directeur de l'Institut de la marine. Et son programme a à voir avec tout ce qui a à voir avec les dauphins, les baleines, les loups marins. Également, il est un spécialiste en nutrition. Je te cède la parole. Merci. Merci. C'est pas la psychologie, hein. C'est bon. Je vais vous partager mon écran. Un moment pour pouvoir commencer, s'il vous plaît. Très bien. J'allais donner un résumé général de quelques choses que j'avais à l'esprit quand je devais parler des mammifères et la situation transfrontalière. Une partie de mon travail concerne les lions marins qui vont jusqu'au Japon et une partie du travail est d'analyser les animaux plus jeunes où on leur a montré à nager dans la mer pour voir ce qu'ils font quand ils sont enfermés et quand ils sont justement dans la mer. Il faut signaler que quelques mammifères sont transfrontaliers, pas tous, mais un point important également, tout dépend des espèces du Pacifique, du nord du Pacifique,
avec et qu'ils reconnaissent quelques espèces donc se récupèrent de la surexploitation. En fait, quelques-uns sont plus connus que les autres, mais quelques-uns ont été chassés, surchassés. Et avec cette vision de la conservation, c'est-à-dire qu'une espèce qui a été surchassée en 1800, entre les 1700, les années 1700 et les années 1800, et qu'on croyait qu'il avait déjà disparu, qu'il était déjà éteint. On a découvert 8 de ces espèces qui ont été retrouvées au Mexique. Et cette espèce qu'on croyait disparue euh, a été découverte au Mexique. Bon, et c'était justement, ces bêtes avaient été chassées pour les donner, pour les offrir au musée. Donc, il y a un grand changement. Ici, nous voyons le père et la mère des lions de mer, des otaries, dans cette partie du Mexique. Mais du Mexique, ils nagent jusqu'au Canada et Alaska et ils vont justement pour se reproduire. Ils voyagent justement par la côte. On les a vus quelques-uns à Vancouver. Et une autre espèce dont je voudrais parler, c'est justement les otaries à fourrure de Guadeloupe. Ils passent par le Mexique également. Nous avons commencé les recherches depuis 7 ans. C'est une espèce que nous partageons avec le Mexique. Ce sont des espèces transfrontalières. C'est donc les otaries à fourrure que nous avons pensé qu'il avait disparu, que cette espèce avait disparu en 1956. Nous avons redécouvert 14 à l'île de Guadeloupe. Et depuis lors, cette population a augmenté. Nous avons presque 35 000 déjà. Mais non seulement ils se reproduisent, mais ils s'élargissent, c'est-à-dire qu'on les voit dans d'autres domaines. Nous pensons qu'ils vont se récupérer, par exemple, à Washington, à British Columbia, au Canada. On fait des recherches. Ce n'est pas uniquement une espèce du Canada, parce que il y a des habitants qui on a vu des individus qui se reproduisent et qui apparaissent ailleurs. Une autre espèce, c'est le lion marin. Au Mexique et en Californie, on peut les trouver, mais les mâles arrivent jusqu'à des eaux canadiennes et malheureusement, on l'appelle une espèce invasive et il y a eu beaucoup de pression concernant cette situation parce que on a vu cela comme une espèce invasive. L'espèce était là, cette espèce était là et ces lions marins étaient là avant que les gens arrivent. Ici, nous voyons les baleines grises qui se trouvent au Mexique. C'est un comportement peu usuel parce que là, ici, on voit qu'elles se sentent commodes, qu'elles se sentent bien entre les gens, mais c'est quelque chose qui n'est pas usuel. Et ces baleines, je vous montre ici où ces baleines naissent et se reproduisent. La femelle doit supporter, bien sûr, doit supporter 6 mois de lait pour alimenter ses petits. Et cela, elle le fait pendant qu'elle retourne vers le nord. À Washington State, quelques-unes reviennent, bien sûr, et quelques-unes ne reviennent plus. Ici, nous voyons une autre population très intéressante, c'est l'orque. Et c'est une population qui va depuis la Californie jusqu'à British Columbia. Mais si vous écoutez les informations, vous allez écouter qu'elles existent uniquement
à Salish. Ici, historiquement, on les voyait dans 2 saisons, l'été et l'automne. Mais nous voyons une autre situation maintenant. Que se passe-t-il quand elles ne sont pas là? Et nous croyons qu'il y a un problème au sud de la Californie. La mise au point, c'est que la récupération des mammifères, cela ne signifie pas que ces espèces sont invasives, mais nous devons prendre en compte que ces espèces retournent. C'est-à-dire que ces espèces, des baleines grises et d'autres baleines que nous revoyons, une autre espèce, c'est-à-dire que des espèces que nous voyons dans notre basse-cour, only in my backyard en anglais. Et c'est-à-dire que si nous ne voyons pas ces espèces, nous ne les avons pas dans l'esprit, mais elles existent. Nous les voyons surtout à l'été, mais on ne pense pas beaucoup de que font ces espèces quand on ne les voit pas, mais elles sont interconnectées avec les cycles de vie des autres mammifères. Et on les a dans la basse-cour, c'est-à-dire que nous devons analyser quelle est l'histoire, pourquoi elle se trouve là. Et je reviens donc au point de que, à la fin, les capacités de ces mammifères qui peuvent supporter quelles sont les populations, on les voit à l'automne, à l'été, quel est le lien entre ces mammifères et cela a à voir avec la population de ces mammifères. Et nous devons bien sûr avoir dans l'esprit ce lien. Ici, vous voyez l'information de mon contact. Vous pouvez me contacter et je vous montre également les pages Facebook, Instagram et Twitter. Merci beaucoup. Et j'ai 2 questions pour vous. La première, donc, lors de votre présentation, on a vu la migration temporaire, le mouvement transfrontalier pour les mammifères marins. Étant donné ces comportements de ces mammifères, que pensez-vous concernant les MA ou les zones protégées marines? Que pensez-vous pour avoir des meilleures zones marines pour les animaux? Par exemple, la baleine grise, où se trouvent les autres zones protégées, où se où se donne le cycle de vie. C'est-à-dire que des différentes parties marines ne reçoivent pas les mêmes protections. On devrait avoir plus de zones protégées. Et par exemple, je parle des orques. C'est-à-dire, on devrait les protéger au-delà. On devrait les protéger au fond au fond marin. Quand je parle du fait que ce système, par exemple dans le fleuve de Columbia, quand on parlait du saumon du Pacifique, de la situation des saumons au Pacifique, ils pensaient que ce n'était pas vrai avant d'avoir les données. Donc, merci. Et je veux fermer cette section pour vous demander, en vous demandant quelles sont les recherches que vous avez, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Bon, ici au Mexique, des recherches à faire et faire des recherches supplémentaires concernant les otaries à fourrure de Guadeloupe. C'est une espèce qu'on récupère.
on récupère et nous parlons maintenant de chiffres historiques. Dans notre projet du Pacifique du Nord, nous faisons des analyses de toutes les espèces et il faut évaluer tout cela qui a un coût de vie très différent. Amazing. Well, thank you so much. We'll now C'est transition surprenant, merci. Merci beaucoup. a short presentation by Maintenant, Escobar Briones, nous allons avoir une who is a présentation de senior Alba researcher Escobar in the Briones. Institute of Marine Elle Science est chercheuse à at the l'Institut University of Mexico. de recherche marine à l'Université autonome du Mexique. Elle est professeure en temps complet et elle a des connaissances en biodiversité marine et dans des écosystèmes de musées pour avoir des zones de conservation au Mexique. Elle a été nommée et élue en tant qu'expert pour prendre des décisions à l'échelle nationale et internationale. Elle est co-leader dans le groupe de travail de développement de son université et elle dirige également le projet des capacités pour le renforcement des projets des Nations Unies. On vous cède la parole, Elba. Merci, Mary. Merci, Marie. Je vais parler en espagnol. Je veux bien sûr supporter mes collègues du Mexique pour qu'ils puissent comprendre ma présentation et je vais partager ma présentation. Et donc, s'il vous plaît, dites-moi si vous pouvez voir ma présentation et que vous pouvez suivre mes diapos. Très bien. Donc, je vais parler de l'importance de la recherche scientifique et les opportunités que nous avons pour la collaboration pour les sujets transfrontaliers des espèces, mais également de la conservation. Et je vais parler d'après mon expérience que j'ai eue depuis l'Autorité internationale des fonds marins où il a été proposé des zones écologiques d'importance biologique et écologique, à FACE, comme les sigles en anglais indiquent. Et d'après le travail de biodiversité qui a été fait et pour la proposition de EPSAS que j'ai coordonnée, et le Mexique a fait des propositions et a participé quand nous avons proposé plusieurs avec l'idée qu'il existe une connectivité. Et je veux remercier également Abierto mi micrófono, no sé si alguien más tenga su micrófono abierto. Je ne sais pas si une autre personne a son micro ouvert. S'il vous plaît, fermez les micros. Je peux recommencer? Lo que yo quisiera comenzar con esta diapositiva. Je veux commencer avec cette diapo et je veux vous informer concernant la région qui partage les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est une région stratégique, c'est une zone stratégique et géographique unique et donc qui nous a donné beaucoup de connaissances sur la biodiversité biologique, sur les processus de l'océan dans les zones côtières et cela est fondamental. Et ces trois images nous montrent le cadre de la partie des océans, principalement, et la partie marine, et comment cette région, dans la période de 1998-2008, a été une zone pour les recherches. Et cela, bien sûr, nous indique qu'il y a eu des connaissances avec lesquelles on a pu définir beaucoup de zones protégées et supporter bien sûr les connaissances concernant cela et beaucoup de campagnes ont été financées
Et beaucoup de ces régions ont été, il y a eu des investigations sur les marins, sur la partie marine. Il y a eu beaucoup de robots qui ont été envoyés dans les profondeurs de la mer. Et dans les cas des navires des États-Unis, où est-ce qu'ils se sont, où est-ce qu'ils sont partis? Et je parle des États-Unis parce que je connais peu sur les navires, concernant les navires du Canada. Et donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de mouvements locaux. Dans le cas du Mexique, c'est local également. Nous avons des navires qui ont bien sûr une étendue locale. Donc, nous avons pu avoir un accès immédiat et on a pu voir des découvertes très impressionnantes. Et cela nous a permis d'avoir des études de l'énergie minérale, la biodiversité, entre autres. Et bien sûr, pour supporter et pour appuyer cette conservation des zones protégées. Ces panels ont servi également pour dire que les hémisphères, que nous avons 7 hémisphères très importants et c'est très important pour savoir et pour avoir des données très importantes pour avoir des connaissances sur cet hémisphère. Avec ces connaissances, avec ces découvertes, donc découvrir cette énergie est très importante parce que cela nous permet d'avoir plus de connaissances concernant la connectivité. Et l'année 2000, il y a eu un programme concernant les objets et par le biais des collaborations avec différentes entreprises, a été démontré qu'il y avait une connectivité dans l'Atlantique occidental et cela nous a donné place à un projet très spécifique qui s'appelle Comprenant le Golfe du Mexique. Et nous avons pu connaître beaucoup de données qui nous a permis de connaître comment est-ce que les polluants, les dérivés du pétrole, par exemple, voyagent, mais également des espèces, des larves, des polluants et des contaminants qui peuvent affecter les zones protégées. Ce programme se mène à bien par le biais de l'Académie des sciences et connaître également, continuer à suivre les différentes espèces, la mégafaune, les vertébrés, les albatros, les tortues, des mammifères, de grands mammifères, comment est-ce qu'ils bougent, où bougent-ils, comment est-ce qu'ils utilisent les océans. Le meilleur exemple est celui du Pacifique. Et nous avons pu avoir plus de connaissances concernant des communautés locales et autochtones. Et on peut voir également quel est le comportement du saumon. Et cela se mène à bien où il y a ces mouvements naturels des migrations et des espèces. La technologie nous a permis de connaître également cette connectivité qui existe, ce mouvement vertical de différentes populations du fond à la surface et l'exploitation du carbone. Et donc, la technologie a été fondamentale pour ces connaissances. Ces nouvelles connaissances? Bon, cela nous permet également d'avoir une collaboration conjointe concernant l'albatros et cela du mouvement dans les océans. Et cela nous permet de voir la recolonisation des endroits qui ont servi pour que les espèces puissent également trouver d'autres endroits où elles puissent se protéger. Ici, nous voyons où elle s'alimente, cette espèce. On l'appelle la partie superficielle dans la partie subarctique. Et nous voyons, où comment elles s'alimentent, comment elles alimentent leurs petits dans cette partie du Mexique. Et
quand nous voyons, quand nous comparons ces connaissances, quand nous mesurons la température, la vitesse du vent, et quand nous voyons par exemple la situation de la chlorophylle dans la surface des océans, on peut voir que ces zones sont connectées et cela nous permet de voir quels sont les endroits de conservation pour ces espèces. Donc, nous avons une question. Comment mener à bien cette conservation transfrontalière et comment est-ce que nous pouvons participer de façon plus intense? Et cela par le biais, bien sûr, des zones économiques exclusives, par le biais des écosystèmes marins grands ou dans une juridiction nationale ou par le biais des zones géographiques qui nous permettent de définir des zones et nous permet des zones de protection et nous permet de voir différents processus. Ici, nous avons pour l'Atlantique et pour le Pacifique, la mer Pacifique, nous voyons, on appelle cela la géographie GOODS qui a été proposée par les Nations Unies et l'autre c'est ici, je vous montre la GOODS qui bouge un petit peu, l'autre est plus fixe, mais nous pouvons voir comment elle se distribue dans les eaux. Ici, nous voyons le maximum de chlorophylle. Nous pouvons également voir quel est le thermoclimat et les zones stationnelles et la stratification également. Donc, c'est un sujet complexe et dans l'avenir, avec le changement climatique, nous aurons beaucoup à discuter, mais au fur et à mesure, nous utilisons les mers plus loin, plus profond. Bien sûr que les animaux ont des législations propres, des régulations propres. Les risques sont plus importants concernant le climat, les utilisations et les déchets, bien sûr, qu'on jette dans la mer et l'impact que tout cela a dans l'humanité. Quand nous parlons de changement climatique, nous voyons comment il y a une redistribution des différentes espèces dans le Pacifique. Regardez, nous voyons les 3 pays. Nous avons une zone d'oxygène minimum, mais qui est distribuée d'une façon différente dans la partie nord et les très profondes dans la partie de la Californie et des États-Unis. Elle peut être très large, mais profonde. Et dans le cas du Mexique, elle va de 25 mètres jusqu'à 25 000 mètres. Et donc, avec le changement climatique, cela va s'élargir beaucoup plus et il va y avoir une redistribution des espèces qui ont une importance commerciale et la composition de la communauté que nous avons dans la colonne d'eau. Et donc, quand le Mexique a fait des propositions de conservation des 3 pays, le Mexique a proposé une proportion plus large dans la biosphère du Pacifique de la mer profonde. Moi, j'ai été impliquée dans cette proposition. Il y a eu beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut savoir si on ne peut pas faire le suivi? Mais on le fait de la surface et le fond, bien sûr, on veut préserver cette biodiversité, mais principalement parce qu'il y a une zone d'oxygène minimum et nous pouvons isoler et avoir une garantie que cette partie profonde ne soit pas affectée. On voulait également avoir une façon de comprendre les API, c'est-à-dire les possibles impacts transfrontaliers. Et cela nous permet de préserver des zones de fonds marins qui ont des parties et toute cette zone qui fait partie de la partie gauche a été déjà impactée par le changement climatique. Je vous le montre dans les images qui se trouvent dans la partie supérieure et les impacts que ici je vous montre dans l'est, dans l'ouest, les parties qui peuvent être affectées dans toute cette zone avec la réduction des aliments vers les espèces qui habitent cette zone. Mais si en plus nous analysons tous les matériaux
matériels et tous les métaux, nous aurons un effet plus urgente dans cette zone, dans cette colonne 2. Il y a des zones profondes au Mexique qui veulent être protégées pour éloigner les mines et tous les travaux miniers. Et ici, nous avons une zone dans ces APIs d'une façon transfrontalière continue parce que le courant va de l'Est vers l'Ouest. Alors, nous avons des opportunités d'action. Ces opportunités sont surtout pour la science et dans le cadre que nous avons dans la décennie des sciences durables 2021-2030. Ce sont des programmes différents qui visent des zones de conservation pour connaître la biodiversité biologique par le biais du DNA environnemental avec des croisières conjointes, avec des scientifiques conjoints, avec les développements et la culture océanique également. Et également, nous cherchons qu'il y ait des possibilités d'action, que les trois pays que nous soyons intégrés face à ce changement climatique. Et bien sûr, parler de l'urgence, du réchauffement et bien sûr la conservation des espèces qui habitent ces océans, prévoir et refaire et de définir ces zones protégées et bien sûr, faire des décisions avec des connaissances scientifiques. Et je termine. Nous avons le traité entre le Mexique et le Canada. Et avec ces articles, il y en a encore beaucoup plus dans ce chapitre 24 qui parle de l'environnement. Mais avec ces 5 articles que je vous montre, il faut viser donc que la conservation des espèces marines qui englobe ces mammifères marins et d'autres espèces, et bien sûr les oiseaux. Et donc, je suis prête à recevoir vos questions. Et bien sûr, il faut se rappeler que les océans ont connecté la vie dans cette planète et surtout la vie humaine avec un échange d'un continent avec les autres continents et la transportation, bien sûr, de produits. Merci beaucoup. Merci Alba. J'ai 2 questions pour vous et ensuite on va ouvrir une séance de questions-réponses. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît, de comment le travail que tu fais par le biais des groupes de travail des ressources océaniques concernant ces zones protégées naturelles? Merci. J'ai dû changer donc parce que je ne pouvais pas suivre ta question, mais d'après ce que j'ai compris, c'est que I can repeat for you. That's fine. Yeah. je peux répéter, s'il vous plaît, je peux répéter. Les groupes de travail avec lesquels tu travailles à travers cette décennie des sciences océaniques et tout ce travail de renforcement des capacités et des leaders. En fait, c'est moi qui guide ces groupes. C'était la proposition de l'année dernière où nous avons en fait envoyé quelques propositions et donc pour l'Atlantique. Mais en ne négligeant pas le Pacifique. Parce que finalement, en Amérique centrale et au Mexique, nous partageons les 2 océans, le Pacifique et l'Atlantique. Pour cette raison, je dirige ces 2 initiatives. J'ai aussi participé dans un programme et dans Marine Life, la vie marine 2030. Il me semble que dans ces sites, nous pouvons
inclure ces domaines, ces zones marines protégées. J'aimerais écouter quelques idées. On devrait considérer qu'il y a des zones où on devrait avoir la participation des Digital Twins pour ces espèces. De cette façon, on pourra modeler et on pourra générer des scénarios différents ou des scènes différentes. Dans le contexte du changement climatique, on pourra vérifier le niveau d'oxygénation, de réchauffement, ainsi que les effets des aliments, par exemple. Alors, Digital Twins pourraient nous aider à vérifier les risques. Donc, moi, je ne participe pas dans ce domaine, mais peut-être que cela pourra nous aider pour que l'on puisse protéger les possibles risques dans les zones protégées. On pourra comprendre les risques des déchets maritimes. Merci beaucoup. Donc, à présent, j'aimerais te demander qu'est-ce qu'on aura après. Alors, nous avons l'océan maritime. Donc, nous avons le problème maritime, c'est le plus grand dans la planète. Et donc, c'est très important de pouvoir conserver les espèces qui se trouvent dans cet environnement. C'est une recommandation que nous avons. Nous devons inclure ces connaissances traditionnelles à la prise de décision. Nous avons laissé ce savoir de côté. Nous l'avons ignoré pendant très longtemps. Et la plupart des zones côtières où nous avons ces zones protégées, bon, nous avons inclus les communautés. Dans l'Amérique du Nord, en plusieurs parties, moi, je parle à mes collègues dans la Floride sur le problème du sargassum. Nous voyons que ces communautés ne se trouvent plus là. Ils ne se trouvent plus dans les zones côtières et les zones côtières ont eu un développement qui ont détruit les différentes structures pour protéger la zone. Pour cette raison, nous avons cette détérioration. Nous avons cette perte de mangroves, par exemple. Nous avons ces sites touristiques, ces sites urbains qui se sont développés très amplement. Merci. Parfait. Alors maintenant, nous allons avoir le temps de quelques questions avant de préparer les salles de conversation qui seront pour tous les panélistes. À présent, la première question, c'est si nous voyons les impacts du changement climatique dans les interactions des espèces et les impacts dans l'équilibre marin, y a-t-il des outils qui puissent représenter ces changements afin de pouvoir informer les décisions de gestion? I'll just start to answer. J'aimerais commencer à répondre. Définitivement, il y a plein de moyens de pouvoir mieux prédire les réponses et d'avoir ces décisions de gestion. On peut avoir plusieurs modèles qui se centrent dans ces systèmes complets. Je pense que nous avons besoin de progrès. C'est-à-dire il faut inclure plus d'espèces dans ces modèles. C'est un point qu'il faut améliorer dans ces modèles. Mais définitivement, oui, il y existe des outils qu'on peut utiliser. I would probably think that the largest challenge in my Un des plus grands défis des outils qui sont disponibles, c'est comment transmettre l'incertitude. Et l'autre, c'est les échelles. Nous avons l'information dans des échelles différentes. Les espèces ont des échelles très différentes. Par exemple, il y a des images qui ont des échelles très grandes. Alors, comment peut-on mettre tout cela ensemble, comment tout rassembler, comment tout harmoniser pour la prise de décision?
Je serai d'accord avec vous sur le point de l'incertitude. C'est un concept qui est très difficile à transmettre, puisque lorsque nous parlons sur l'incertitude, en tant que scientifique, on va penser qu'on ne sait rien. Au lieu d'essayer de mesurer cette ampleur de notre confiance et de ce qu'on est en train de dire. C'est facile de créer des modèles pour faire des prédictions, mais quelle est la qualité de ces prédictions? Parfois, nous avons des modèles indépendants et parfois, ces modèles ne sont pas consistants entre eux. Merci beaucoup. Donc, d'un côté, nous avons les données scientifiques qui sont utilisées, qui peuvent être partagées, par exemple des modèles prédictifs, et la partie de partager ces résultats. De l'autre côté, nous avons les systèmes sociaux et nous avons des gens. Alors, j'aimerais écouter chacun de vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager sur comment construire les organisations et aussi pour cette partie de la planification et de la protection. D'accord, donc moi j'ai parlé encore une fois. Je pense que depuis mon expérience, nous travaillons avec des personnes de différents pays et je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est de pouvoir apporter et rassembler ces perspectives différentes. Nous pensons tous de façon différente. Nous avons des langues, des cultures, des priorités différentes. Je pense que lorsque nous travaillons, les systèmes sociaux, ça veut dire que nous travaillons avec des personnes qui doivent être satisfaits. Tout le monde doit être satisfait. Il faut avoir un moyen de rassembler tout le monde. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dur dans mon travail. Et c'est quelque chose qui est réel. Nous sommes un pays, nous avons cette partie transfrontalière, mais nous avons plein de défis. Et très brièvement, qu'est-ce qui était difficile en ce qui concerne la réussite de ce point-là dans votre travail? Dans mon travail, moi, je travaille avec des pays en voie de développement. Je pense que lorsque nous parlons avec des scientifiques de l'Occident ou des scientifiques de la Russie, de l'Indonésie ou de la Corée ou de l'Afrique occidentale, tous ces pays ont des agendas politiques très différents ainsi que des capacités différentes. Et parfois, ils ne peuvent pas se centrer dans les mêmes questions que nous. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes mesures incitatives que nous avons ou les mêmes motivations. Donc, par exemple, il y a des pays qui veulent avoir des pêcheries soutenables ou durables, mais ils n'ont pas cette approche transfrontalière. C'est difficile de pouvoir rassembler toutes ces différentes opinions. Merveilleux, merci. Et je sais qu'Elva avait commencé à parler brièvement, donc s'il vous plaît, continuez, Elva. On ne peut pas vous entendre. Actually, to have a more efficient En communication, fait, pour avoir une meilleure communication, je pense que nous avons besoin d'avoir de meilleures capacités d'un côté. Et aussi, il faut pouvoir transmettre ces connaissances de base à tous. Et il faut aussi inclure ces connaissances des personnes locales pour savoir comment ces personnes comprennent l'océan, de quelle façon ils l'utilisent et pourquoi ils utilisent l'océan, pourquoi l'océan est important pour ces personnes. Depuis mon point de vue, le co-développement, le co-design et la co-livraison est très importante dans ces différents domaines et l'acquisition des connaissances de l'océan, c'est quelque chose de très important. Il faut voir les besoins des êtres humains. Cela serait très important aussi pour le succès de ces domaines thématiques. Les politiciens sont des êtres humains aussi. Je pense que la communication efficace, c'est un problème sérieux. Il y a des différences très importantes. Les scientifiques
aiment expliquer le potentiel de ce que nous trouvons, les espèces, comment ces espèces sont distribuées, comment elles se connectent, mais les politiciens, ils veulent trouver des résolutions ou des solutions pour les problèmes sociaux. Alors, ils ne savent pas comment réussir leurs objectifs, surtout si la solution inclut la science. De mon point de vue, il faut que ils veulent que les solutions soient immédiates, mais cela ne se passe pas dans la science. Depuis mon point de vue, la réponse est différente pour chaque type d'acteur, pour les décideurs, pour les politiciens. Et encore une fois, il y a la partie de la probabilité et de l'incertitude qu'il faut pouvoir transmettre. Les politiciens veulent une seule réponse avec le 100% de certitude, mais l'océan est très incertain. Il y a plein de variables, ça dépend de la saison, des temps, de la période dans l'année. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, un défi que moi je vois, c'est qui doit être assis dans la table de décision. Nous avons plusieurs acteurs, il y a plein de parties prenantes. Il y a autant de personnes autour de cette table que c'est difficile à réussir. Il faut penser qui sont les parties prenantes clés qui vont faire le travail ardu et après on pourra continuer au niveau suivant. Mais on voit que tout le monde veut participer depuis la première journée. Mais il faut voir quels sont les sujets qui sont discutés. Je pense que le premier défi, c'est qui doit participer dans la première réunion et après qui continuera à participer. Génial, ce sont de très bonnes idées. Merci. Je vois qu'il y a quelques autres questions dans la chatbox. J'aimerais savoir si on pourra y revenir, mais après, nous aurons l'opportunité d'aller dans les salles de petits groupes. J'aimerais donc remercier à notre panel d'experts aujourd'hui pour avoir partagé ce travail si intéressant et si brillant. J'aimerais vous dire que pendant que nous irons aux salles de petits groupes, chaque groupe devra désigner un individu. Vous aurez un certain temps pour parler sur les points clés, sur les défis clés, et cette personne devra pouvoir faire le résumé. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous de pouvoir désigner une personne de votre petit groupe. Maintenant, je donne la parole à Catherine. Merci beaucoup, Mary et tous les panélistes, pour vos présentations. Comme on l'avait déjà mentionné, nous allons à présent continuer avec la partie des petits groupes. Nous aurons plusieurs sujets, par exemple la partie des mammifères, des espèces, et nous retournerons à cette salle principale à 2h30, temps standard de l'Est. Donc oui, maintenant, je vais vous envoyer dans vos salles de petits groupes. Hello everyone. Bonjour à tous et bienvenue de retour. J'espère que vos séances de travail se sont bien passées. Je vais donner la parole à notre modératrice Mary, qui va diriger cette conversation de groupe. Très bien, nous allons commencer avec les groupes qui se trouvent dans la côte de l'Est. Il y a eu un groupe de pêcherie que l'on aimerait rapporter du côté de l'Est. Je pense qu'on avait ces deux personnes dans un seul groupe. Je pense que c'est mon groupe. La partie de la côte de l'Est à l'Ouest, des requins. Bonjour tout le monde, je pense que c'est moi. Je vais demander à mon groupe de me prévenir au cas où j'aurais oublié quelque chose, s'il vous plaît, vous pourrez le mentionner à la fin. On a eu
une discussion très variée. J'aimerais vous dire qu'aucun parmi nous, nous sommes des administrateurs de zones naturelles protégées. Alors, pour répondre à votre question, cela a changé. Il y a toute une documentation sur les changements. Il y a plein d'espèces qui vont vers le nord. Nous voyons les requins, nous voyons plein d'exemples. Donc voilà, nous avons ces espèces qui s'ignorent ou qui sont ignorées plutôt. Par exemple, le saumon du Pacifique, on ne voit pas ces changements. Nous voyons plein de défis et plusieurs espèces ont un intérêt commercial. Nous voyons qu'il y a plusieurs juridictions. Donc, le Canada qui va faire sa politique au nord et les États-Unis qui vont faire leur évaluation. Mais il faudrait avoir un travail coordonné à travers les différentes juridictions. Il faut voir quel est le rang des espèces. Nous avons un autre exemple. Il s'agit de pouvoir avoir cette évaluation. Par exemple, avec les espèces qui sont en risque au Canada, on pourra voir donc que le Canada, les États-Unis et le Mexique doivent entreprendre ou réaliser des actions ensemble. Il faut avoir ces lignes dans un plan général des 3 pays pour aider les professionnels afin qu'ils puissent commencer à réaliser des actions ensemble. C'est un exemple de la gestion, ce qui pourra être très utile pour le requin. Donc, parfois, nous avons une évaluation des espèces, des limites et des frontières. Maintenant, la deuxième question. Le réseau pourra nous aider avec le partage de données. Nous sommes tous en train d'utiliser les mêmes techniques. En particulier pour l'indicateur de connectivité. Il s'agit de pouvoir développer tout cela pour les indicateurs internationaux standardisés pour que chaque site puisse mentionner quelles sont les améliorations et leurs apports afin de partager les données avec les experts à travers les frontières. Si vous savez qu'il y a une zone protégée marine à côté, on pourra le faire à travers le réseau. Et on pourra continuer à créer des alliances et on pourra faire ce travail avec la côte ouest. On verra quelles sont les différentes zones que nous avons dans la frontière à travers ces experts de données et les différentes disciplines. Pour la partie de la gestion, mais aussi pour la pêche, il faut avoir toute cette science pour le suivi. Il faut donc travailler avec les différents groupes d'intérêt et avoir les conversations nécessaires pour ce réseau. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait ajouter quelque chose d'autre. Je pense que c'était merveilleux. Merci beaucoup. Après, nous avons le groupe de pêcherie. Nous allons parler sur le groupe qui ont parlé sur les mammifères. Nous allons parler sur le groupe de la côte est jusqu'à la côte ouest.
Nous allons parler avec le groupe des mammifères. Nous avons beaucoup parlé. C'était merveilleux. Nous avons pu écouter les professionnels qui travaillent sur le terrain dans les zones marines protégées. Nous voyons la documentation du changement. Nous avons parlé sur la collaboration. Il y a beaucoup de données. En ce qui concerne les mammifères marins, il y a aussi eu un suivi. Nous voyons comment on peut comprendre le comportement des mammifères marins. Nous observons aussi la baleine grise de l'Amérique du Nord, la baleine grise. Donc, le Canada et les États-Unis ont utilisé ces différents outils qui peuvent être mis en place plus rapidement grâce aux mesures volontaires. Et aux différentes réglementations qui peuvent être mises en place. Par exemple, nous avons vu la présentation d'Andrew. Il faut voir qu'on est en train de faire tout ce qui est possible dans un certain domaine. Mais il faut aussi voir les effets et avoir toute l'information. Par exemple, si la partie de la reproduction d'une certaine espèce se trouve en dehors de la juridiction, il faut voir comment affronter cet enjeu. On peut voir qu'il peut y avoir des complications. Nous avons l'exemple de la baleine grise qui était en crise, mais maintenant, on voit qu'il y a une très bonne collaboration et qu'on peut travailler sur ce sujet. On voit que cette collaboration transfrontalière est faite pendant une crise. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans cette zone marine protégée. On peut donc faire un appel téléphonique. Et donc, après, nous voyons cette collaboration. Et on peut partager des idées et nous voyons que chaque pays a des politiques différentes. Et cette partie de la gestion peut être aussi en jeu. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait mentionner quelque chose d'autre. Lauren, je pense que c'était un très bon résumé. J'aimerais tout simplement dire que cette idée que nous voyons qui est répétée sur cette collaboration au niveau scientifique est en train de croître et devient plus populaire. Mais de quelle façon, en tant qu'un réseau, nous pourrons faire une bonne politique qui fonctionnera pour les zones transfrontalières politiques? C'était une très bonne contribution du groupe. Merci, Eric. Maintenant, Lauren, nous continuons avec le groupe de la côte occidentale. Quelqu'un va parler? Prêt. Je m'excuse. J'ai désactivé mon micro. Les mammifères, Bon, pour commencer, je voudrais souligner, il me semble que le résultat plus important était
que Irma et Andrew pouvaient faire connaissance parce que c'était ce qui faisait une conversation. Cela va nous permettre d'avoir un lien entre le développement des politiques publiques dans les zones marines protégées dans le golfe de la Californie et le développement de l'information scientifique. Il me semble que c'est la première chose que je voulais vous dire. Notre discussion a été très intéressante parce qu'on a pu se concentrer dans un phénomène qui se passe maintenant à présent dans les îles du golfe de la Californie. Et cela se passe dans la roche des Animas de San José. Depuis quelques années, on a vu une augmentation du loup de Guadeloupe, des otaries à fourrure de Guadeloupe. Il y avait 20 ou 30 individus dans cet endroit. Maintenant, il est possible d'observer des milliers d'individus. Cela nous a mené à une discussion très intéressante où tout d'abord, nous avons dû faire un contraste de deux visions. La première vision, c'était... Allô? Excusez-nous, on n'entend rien. Allô? Allô? Il a perdu une connexion. Il nous semble qu'il a perdu la connexion. Thank you. And I'll I- give Il a perdu la connexion. On passe au groupe suivant. you'd like to add anything else that wasn't touched Est-ce on que already. quelqu'un dans le groupe veut veut faire un commentaire? Une grande partie de notre discussion a parlé des espèces, de la distribution des espèces. Quelle est la distribution actuelle vis-à-vis la distribution historique? On a visé les besoins des loups marins et des otaries. Et donc, c'est là où nous avons dirigé la présentation, les deux points principaux de la présentation. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, le groupe, on va voir les thèmes généraux et nous allons commencer donc avec la côte Est pour le groupe de l'Atlantique. So Mary, which one we were? I thought the two generalist group were actually merged into one. Et il me semble que les deux groupes généralistes étaient dans un seul groupe. Donc, nous avons un représentant du groupe général. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, Marie-Carmen Garcia va nous faire son rapport. Merci. Et merci beaucoup. Bon, en tant que groupe généraliste, nous avons discuté sur beaucoup de volets. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans les politiques publiques. Et tout en suivant les questions, nous avons noté des changements des espèces dans quelques espèces ou dans quelques écosystèmes. On l'a mentionné, mais l'important, c'était d'identifier la connectivité et identifier quelles espèces se trouvent dans des zones importantes, dans des zones vulnérables, et pour avoir une carte plus réelle, la plus réelle possible. On a beaucoup de défis avec le climat et qui font des migrations. Cela est important de le signaler. Les prédictions, parfois, ce sont des échelles qui marchent, mais parfois, nous n'avons pas une réponse de la part de la gestion des zones protégées. Mais en général, ce qui est plus important, c'est d'avoir une bonne matrice, un bon schéma, identifier quelles sont les zones qui sont connectées, quels sont les sites importants. Et concernant comment est-ce qu'on peut contribuer ou comment ce réseau peut contribuer dans cette gestion, c'était une bonne discussion. Le Canada a parlé de la région des Grands Lacs et comment un comité a eu de bonnes réponses, comment
il est conformé, comment il y a plusieurs personnes de différents secteurs qui le forment et qui ont déjà des choses homologuées et donc qui parlent de cette gestion transfrontalière et qui se réunissent quotidiennement. Et ce qui est important, c'est d'avoir une personne qui puisse faire ce lien. Les réseaux nous donnent également la chance de connaître des personnes et donc pouvoir se communiquer directement avec elles quand nous avons un problème. Dans le cas du poisson lion, de la perte du corail à cause des maladies, comment ces urgences peuvent avoir une solution plus rapide quand les choses se communiquent rapidement et d'autre part, comment ce réseau nous aide à avoir des financements. Mais ce que je considère de plus important, c'est d'avoir des politiques publiques. Nous savons que les présidents de nos 3 pays se sont réunis et il est très important de savoir comment ces politiques peuvent changer. Il est important donc d'épauler ces politiques de conservation par le biais de ce réseau. Donc, nous avons parlé, nous avons eu nous avons discuté sur d'autres volets et je ne sais pas si une personne de mon groupe veut dire quelque chose pour compléter. Thank you, Mary Carmen. I don't Merci, see Carmen. any Merci. additional- Je ne vois pas So we'll continue Je on. ne vois pas l'intention de quelqu'un d'autre pour parler, donc nous allons continuer. Donc pour nos panélistes, nous allons donc avoir quelques questions pour terminer. J'ai une question pour Catherine et cette question euh, est incluse dans le chat. Est-ce que tu veux qu'on qu'on pose une question ou qu'on pose une question que tu avais déjà préparée? Sorry about that, everybody. I didn't mean to leave you out. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Il y a un groupe qui me manque, le groupe des oiseaux marins. Vous êtes la parole. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vais partager, bien sûr, ce que nous avons discuté. Nous avons parlé des différents réseaux et nous avons eu un bon dialogue. Nous avons, bien sûr, écouté la côte de la Californie, son habitat pour les oiseaux marins qui partent vers les côtes et qui se trouvent bien sûr en conflit avec les humains, c'est-à-dire avec tout ce qui a à voir avec les navires, avec les activités humaines. Et pas uniquement avec les oiseaux marins, mais les animaux marins également. Nous devons faire attention à ceux-là dans les côtes marines. Donc, nous n'avons pas des inventaires. Et cela est important parce que nous devons bien sûr augmenter les observations de ces oiseaux dans les zones marines protégées. Et nous avons également parlé des zones de reproduction des oiseaux marins. Et pas uniquement des oiseaux marins, mais bien sûr des zones géographiques où elles se trouvent, mais également d'autres espèces. Et bien sûr, pour l'utilisation de ces oiseaux marins et comment avoir des indicateurs concernant le réchauffement climatique parce que cela on peut voir cela avec plusieurs indicateurs. Et donc, nous avons eu bien sûr l'opportunité d'inclure des connaissances traditionnelles quant aux oiseaux marins et ceux qui se trouvent en dehors des zones protégées marines.
et également de comment faire une évaluation de l'impact marin et quel est l'impact de la pêche concernant ces oiseaux marins. Nous avons parlé, bien sûr, des défis des zones marines protégées où se trouvent des espèces transfrontalières et cela devient difficile de convaincre que c'est un endroit exclusif, bien sûr, de dire qu'on doit être convaincu d'avoir la protection nécessaire pour ces oiseaux. Et donc, nous devons prendre des mesures. On a eu des commentaires pour avoir une capacité pour observer, pour l'observation au Mexique. Peut-être cela n'est pas très, on le fait pas comme on le fait dans d'autres pays, mais il faut bien sûr une science des citoyens pour parler des zones protégées. On a parlé également du potentiel sur les sciences océaniques des Nations Unies pour l'investigation, pour la recherche et pour parler de ces oiseaux transfrontaliers et comment le réseau de INAPAM peut nous donner des opportunités pour ces recherches. Je ne sais pas si quelqu'un de mon groupe veut approfondir quelque chose. Merci, merci. Merci, Lorraine. Nous avons un deuxième groupe et nous voulons bien sûr savoir quels sont ces commentaires. Jaime, donc on va voir s'il a des commentaires supplémentaires concernant son groupe de discussion. Bonjour. L'autre groupe qui a été formé pour des thèmes généraux. Donc, on m'a demandé d'être le rapporteur. Moi, je travaille depuis 3 jours dans ces jours. Je travaille depuis 3 jours concernant ce thème. Donc, et je vais parler donc de ces oiseaux transfrontaliers. Nous avons abordé le thème des tortues marines. Nous avons un programme binational entre le Mexique et les États-Unis concernant la tortue Laura dans la frontière mexicaine avec le Texas et surtout le golfe du Mexique. Il me semble que c'était un projet très, très bon, mais nous avons une problématique générale dans le golfe du Mexique, dans le habitat de la mise bas de ces tortues et d'autres espèces concernant, étant donné l'érosion des plages dans cette zone, dans la région de Rancho Nuevo jusqu'à la zone de Campeche. Nous avons des tortues carey, on passe par le Veracruz. Il y a des problématiques de la sorte. Nous avons parlé du groupe de connectivité qui est très important parce que c'est un thème très positif pour la discussion, la distribution de différents poissons, des crustacés. Et nous voyons également que la connectivité qui nous donne quelques problématiques concernant les espèces comme le poisson lion. Nous avons détecté cela dans la partie sud du golfe du Mexique, à Veracruz, un petit peu aussi au nord de Veracruz, à Tuxpan, où nous voyons des animaux protégés. On a parlé également sur les thèmes qui ont à voir avec les systèmes écologiques marins qui sont liés à des centres urbains comme dans la zone touristique de Cancún, dans la partie des Caraïbes, dans la Riviera Maya, mais également dans le golfe du Mexique et dans le système de Veracruz, où nous voyons une zone urbaine très importante et nous voyons également le port le plus important du golfe du Mexique pour l'exportation et l'importation de marchandises, c'est le port de Veracruz et qui a augmenté le transit maritime énormément et où il y a des effets dans des thèmes de bruit maritime pour plusieurs espèces. Les récifs, à cause les problèmes des récifs,
négatifs à cause du transit, le thème des eaux résiduelles et les résidus solides municipaux qui n'ont pas la gestion plus adéquate et qui a des impacts dans les zones marines adjacentes. Nous avons également parlé que sous ces schémas, il est très important d'épauler les politiques d'ordre qui soient appliqués parce qu'il y a des développements urbains dans des zones côtières qui sont occupées et qui ont des effets sur les plages et les habitats, bien sûr, et de mise bas de différentes espèces. Quelque chose que nous avons discuté également concernant les oiseaux migratoires. Nous avons donné une alarme concernant la grippe aviaire à la fin de l'année dernière. On a lancé cette alarme. Au Mexique, nous avons activé un groupe de travail avec un protocole qui a été donné interinstitutionnellement. On a eu des présences des oiseaux marins. On a eu cette alerte. Heureusement, ce n'était qu'une alerte. Ce n'était pas quelque chose de très problématique, mais nous méconnaissons comment est-ce que les États-Unis et le Canada ont géré cela, parce qu'il faut établir des protocoles homogènes pour ces sortes de maladies et cette sorte de problèmes qui peuvent être emmenés par les oiseaux migratoires. Et bien sûr, de parler de ces espaces transfrontaliers, on parlait du golfe du Mexique, on parlait des écosystèmes hyper salinisés. On parlait bien sûr avec le lac Atascosa et des autres dans le côté de Texas. Et cela s'avérait important de voir comment était la gestion de ces écosystèmes pour toutes les espèces qui sont et tout ce qui alimente les tortues. On a parlé également du côté du Pacifique, la problématique des forêts de elk qui se perdent à cause d'une croissance abondante d'animaux et qui provoque un réchauffement des eaux. Et les eaux sont réchauffées à cause du changement climatique. Il y a une dispersion de plus de 300 kilomètres, bien sûr, au sud de la Californie, entre les États-Unis et le Mexique, la Californie et les États-Unis, la péninsule de la partie marine. Et il y a des larves qui ont été détectées dans les deux endroits, les deux sens de la frontière, qui ont eu un effet de changement climatique. Et il faut mesurer quels sont les effets qui ont ces changements et qui soient liés aux pêcheries communautaires, qu'on les appelle les pêcheries qui sont très proches de la côte et qui sont liées avec les communautés autochtones. Du golfe du Mexique, il n'y a pas beaucoup de ce travail. Il y a des zones protégées naturelles et qui sont collées à la côte. C'est la biosphère de Tuxtlas. Et nous avons une zone autochtone où il y a des activités de territoire culturel de cette zone, de cette communauté autochtone. Il y a peu d'activités de pêche. Et il n'y a pas beaucoup de liens. On parlait donc de travailler le thème de la culture environnementale, surtout dans les communautés côtières qui sont liées avec tout ce qui a à voir avec la mer. On a parlé des mangroves également. Et c'était cela. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un ou une personne du groupe veut approfondir ce sujet. Thank you, Jose. Merci bien, José. Merci. Merci, José. Un sujet que nous avons discuté. Il faut déterminer les conséquences socio-économiques qu'a cette sorte de connectivité. Il y a peu d'études, peu de recherches et on devrait bien sûr approfondir cela. Merci, c'est tout. Thank you very much. Merci beaucoup. So finally, we'll ask Jaime to Donc, Jaime, est-ce que tu veux prendre la parole? very briefly additional that he wasn't able to include in his previous recap, if he's still here. Est-ce que
Jaime, est-ce que tu veux approfondir un sujet? Il est là. Merci, merci Mary. Andrew, on m'a informé que Andrew a complété cette information. Je vous demande une excuse, je m'excuse. C'était un groupe très riche parce que nous avons eu un exercice des discussions très profondes concernant les mammifères marins et Andrew a déjà tout expliqué. Merci beaucoup. Great. Très bien. Wonderful. Thank you everybody for Ben, sharing. je vous remercie tous d'avoir partagé, je remercie les rapporteurs d'avoir partagé ce que vous avez travaillé dans vos groupes. Ce sont des concepts fascinants. Nous avons des défis très importants que nous avons, bien sûr. Et donc, pour conclure, aujourd'hui, on va demander à chacun des panélistes de cette réunion, de la première partie de cette réunion, et je vais vous demander que dans une phrase, de nous dire quelle est une façon clé de comment ces administrateurs peuvent avancer dans cette gestion écologique. Je comprends que Elba devait partir, mais on aimerait bien écouter donc quelle serait une façon comme les gérants peuvent avancer dans cette connectivité écologique. I would say work with scientists and with your neighbors. Moi, je dirais être de bons scientifiques et de bons voisins. And from a Canadian, whoops. I don't know what's happened to my video. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma vidéo, mais bon, depuis la perspective du point de vue canadien, je dirais qu'il y a une déconnexion entre l'administration et les sciences. Et je pense que les deux doivent travailler de façon plus étroite pour partager l'information, pour savoir quels sont les trous de ces informations et pour définir, bien sûr, et pour définir des solutions communes. Moi, je demanderai plus de connaissances sur l'océan, surtout pour les étudiants et pour les professeurs, bien sûr en considérant l'avenir. Très bien, merci beaucoup. Ayant dit cela, je vais passer le micro aux organisateurs de l'événement pour qu'ils clôturent cet événement. Merci, Mary. Il me semble que nous avons 2 minutes. Et si quelques panélistes ou si un panéliste veut faire un résumé de ce qu'ils ont appris ou les leçons apprises, nous avons le chat ouvert. Donc, si vous voulez poser des questions ou si quelqu'un veut poser une question à un des panélistes, j'allais dire merci beaucoup de nous avoir invités. C'était des conversations très riches. Merci beaucoup. Il y a 2 questions qui ont été écrites par le biais du chat. Je pourrais les inclure. Est-ce que ce serait utile si je peux les répondre? Il me semble que c'est des questions pour Elba. Mary, I think I already answered directly to Barbara. Et j'ai déjà répondu à Barbara directement, mais si tu peux me les envoyer par courriel, parce que je dois partir, donc je vous demande des excuses, mais je ne peux pas rester plus longtemps. Je vous remercie de cette invitation et d'avoir pu discuter avec vous. Thank you so much, Elva. Merci, Elba. Merci. Merci beaucoup.
I don't know, because I have never discussed with people from the industry. And Je for n'avais jamais travaillé avec des personnes de l'industrie. Et je pense que les réunions sont plus dynamiques. Et c'est ce que je veux vous dire. Et c'était bien sûr concernant la question de Barbara, concernant les pêches commerciales et qu'il y ait des zones qui soient des zones protégées et que la pêche ne soit pas permise. Merci, Mary. Et merci aux panélistes pour leur discussion, pour leur présentation. Merci d'avoir participé aujourd'hui. Merci d'avoir travaillé dans vos groupes de travail. Nous allons faire un document résumé et qui inclut toutes les ressources qui ont été incluses. Et on va les distribuer, bien sûr, une fois que ce document est terminé. Merci à tous. Et s'il y a un organisateur qui veuille prendre la parole, sinon, c'est tout. Merci. Merci. Merci à tous. C'était très intéressant et très informatif. Merci. Merci pour votre travail si excellent. Merci. Merci à tous.